Et maintenant, nous avons le plaisir d'écouter la conférence d'introduction de Madame Benkowitz, la présidente de l'Association fédérale pour les jardins scolaires. Madame Benkowitz est professeure de biologie et de didactique à l'Université pédagogique de Weingarten en Allemagne. Dans sa conférence, elle nous fait profiter de ses riches expériences en ce qui concerne les jardins scolaires et propose des idées pour différents projets. Madame Benkowitz, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être avec vous par ce chemin virtuel et je crois que Corona n'a pas que des désavantages. C'est une rencontre mondiale jusqu'à Sydney et je crois qu'il faut toujours voir les points positifs et ne les jamais perdre de vue. Donc, je donne libre accès à mon écran. J'espère que vous pouvez tous bien voir. Et mon sujet d'aujourd'hui est l'éducation au développement durable au lieu d'apprentissage jardin d'école avec ses possibilités et ses limites. L'éducation au développement durable est certainement un des plus grands défis de notre époque et vous voyez tous ces objectifs que certainement vous connaissez tous. Il montre à quel point c'est large et complexe une telle tâche si nous voulons réussir à offrir aux générations futures les mêmes chances à une vie comparable à la nôtre. L'éducation au développement durable favorise l'aptitude au dialogue et l'orientation. Il s'agit de réflexion créative et critique et de l'apprentissage global en tenant compte de l'orientation religieuse et des valeurs culturelles. Il s'agit de la volonté d'assumer la responsabilité de ses actes. On pense au slogan agir localement et penser globalement. Il s'agit de la gestion des incertitudes et des contradictions. Notre monde est compliqué et complexe, les problèmes sont compliqués, les solutions ne le seront pas non plus. C'est complexe, il faut supporter l'idée qu'on doit toujours vivre dans le compromis pour chercher la meilleure solution. Et quand on y parvient, il s'agit de la construction d'une société démocratique et culturellement diversifiée. J'ai choisi pour nous aujourd'hui les thèmes en rapport avec l'environnement, puisque dans un contexte de jardinage, ce sont les thèmes les plus importants et aussi les thèmes les plus accessibles. Il s'agit bien sûr du contact avec la nature, vivre et connaître la nature, les plantes et les animaux, bien sûr aussi du problème de la perte de la biodiversité. C'est un sujet omniprésent qui rend notre action nécessaire. Il s'agit aussi de l'environnement et de la santé, du temps et des saisons, comme vous l'avez déjà dans le titre de votre journée d'études, mais il s'agit aussi de l'eau et de la terre. Le jardin d'école offre de nombreuses possibilités d'apprentissage. Les enfants peuvent y faire une expérience primaire dans et avec la nature. Ça ne va plus de soi de nos jours. Par exemple, laisser courir un escargot sur la main avec toutes les conséquences que cela implique. C'est un lieu des rencontres originales avec les êtres vivants. On peut observer, on peut regarder. Et bien sûr, nous apprenons aussi à gérer les animaux dangereux. Il faut plus s'enfuir devant les guêpes. On peut développer des stratégies. C'est très important aussi pour estimer le danger.
Et bien sûr, très important aussi, la compréhension des liens écologiques. On ne peut pas simplement construire un bel hôtel pour les insectes si tout autour, il n'y a pas de plantes pour les nourrir. Alors, ce bel hôtel restera toujours vide. C'est un savoir important qu'il faut acquérir. Et c'est ici que les jardins d'école peuvent proposer une perspective pour une partie de la compétence d'aménagement dans le sens d'une éducation pour le développement durable, orientée vers l'action. Et dans ma conférence, je ne distingue pas tellement entre le fait qu'il s'agit d'un jardin d'école fermé avec une clôture ou s'il s'agit d'un terrain d'école naturel, par exemple avec une grande surface de pelouse sèche ou un étang. Cette définition me semble pas tellement importante. Il s'agit d'un espace proche de la nature à offrir aux enfants et aux jeunes pour leur permettre un contact direct avec la nature. Lors d'un concours de jardin d'école en 2013-14, nous avons recensé ce que les écoles participantes ont planté dans leur jardin d'école. Et nous avons constaté que dans la plupart des cas, ce sont des jardinières, surtout des jardinières surélevées, ces dernières années de plus en plus populaires, pour les fleurs et pour les légumes. On trouve beaucoup de spirales de plantes aromatiques. Je voudrais montrer tout à l'heure comment celles-ci peuvent être intégrées dans le Content and Language Integrated Learning, proposer une approche intéressante pour lier l'apprentissage de la langue avec le jardin d'école. Il y a bien sûr les arbres et le compostage. Nous avons regardé comment les écoles utilisent le jardin et nous avons constaté que dans les lycées, surtout, le jardin est utilisé par les groupes de travail sur la nature ou sur la biologie. Et dans le primaire, le jardin est vraiment un lieu de cours. Ce n'est pas tellement étonnant car dans le primaire, l'enseignement est dans la main d'une seule enseignante et l'organisation, il fait beau, il y a du soleil, il faut profiter et sortir. C'est beaucoup plus facile à réaliser que quand on enseigne 2 heures par semaine, la biologie par exemple. Ce n'est pas si facile à organiser. C'est pourquoi ces groupes de travail sont actifs. Beaucoup d'écoles utilisent le jardin pour la cuisine de l'école, par exemple, ou pour prélever des plantes pour l'enseignement de la biologie, pour déterminer les familles de plantes, etc. En partie, les jardins sont utilisés pour les récréations, surtout quand le terrain de l'école est resté très naturel. Et bien sûr, pour des manifestations et des fêtes. Le jardin d'école, c'est plus que jardiner. Il y a une multitude de compétences. Il s'agit d'apprendre à connaître la biodiversité, de cultiver des plantes, de connaître les techniques de culture. On ne sait plus comment planter des tomates ou comment on bute les pommes de terre et surtout pourquoi on le fait. Il s'agit de mettre en évidence les cycles et les lois, de s'instruire à partir de la semence parce que ces connaissances, on ne les a plus forcément. Il s'agit d'assumer sa responsabilité, d'évaluer les conséquences de ses propres actions et c'est ainsi qu'on peut agir dans le sens du développement durable.
Et une chose qui me semble aujourd'hui particulièrement importante, c'est connaître le temps et prévoir des périodes plus longues, d'acquérir de la persévérance. Aujourd'hui, tout doit aller tout de suite. Dès qu'on veut quelque chose, on peut le mettre à exécution immédiatement avec notre portable ou avec Google. Et dans le jardinage, il faut simplement être patient et attendre et il n'y a rien d'autre à faire. Et on l'observe toujours quand on sème les carottes et on attend tellement longtemps jusqu'on voit les premières feuilles. Les premiers ont déjà abandonné, ils disent ah rien ne vient, il faut faire autre chose. Il faut simplement attendre et très important aussi, c'est la collaboration avec les autres. Nous avons également examiné les objectifs du personnel enseignant. Pourquoi les enseignants ont besoin du jardin d'école? Nous avons découvert que la plupart d'entre eux cherchent l'expérience et l'observation de la nature, mais aussi pour cultiver et utiliser des plantes utiles. En troisième place est la connaissance des espèces, très important pour le maintien de la biodiversité. Mais il s'agit également de l'appréciation de la nature et de l'environnement et de notre responsabilité pour eux. Et vous le voyez tout en bas, pas encore très développé, favoriser la compétence linguistique. C'est certainement un champ intéressant sur la base du travail au jardin, des animaux et des plantes, de favoriser l'apprentissage des langues. L'éducation au développement durable a été subdivisée par Gerhard Dehaan en 12 sous-compétences que je voudrais maintenant vous énumérer et les illustrer par des exemples adaptés du jardin d'école. Cela veut dire acquérir du savoir tout en intégrant de nouvelles perspectives avec une ouverture au monde, des cultures indigènes et étrangères. Par exemple, les tomates et les pommes de terre viennent d'ailleurs, sont migrants aussi, ne viennent pas de l'Allemagne, mais on pourrait à peine imaginer, j'aurais du mal, ne plus jamais manger ni des tomates ni des pommes de terre. C'est vraiment une partie essentielle de notre nourriture. On pourrait cultiver des variétés anciennes. Une sélection de plusieurs siècles a détecté la meilleure sorte pour un lieu donné. Par exemple, si je pense aux lentilles de la Swabie, une sorte qui pousse là. Et c'est pas si trivial de se rendre compte que chaque plante ne pousse pas forcément dans la même qualité en chaque lieu et de réveiller une conscience de la régionalité. Et bien sûr, dans chaque jardin d'école, il faut que je trouve la tomate la plus adaptée. Il y a des lieux où les tomates sont bonnes parce qu'il y a du soleil et assez d'eau. Je fais en ce moment cette expérience entre l'Allgäu et Karlsruhe. C'est impossible de planter les mêmes tomates. Les tomates ne mûrissent pas à temps, car dans le Allgäu, il pleut vraiment beaucoup plus qu'à Karlsruhe. L'analyse et l'évaluation prospective des évolutions. Quand on veut faire du jardinage écologique, on a besoin de compostage. Pendant le confinement à Weingarten, on s'est intéressé aux matériaux de compostage pour construire une installation qui va fonctionner à partir de l'année prochaine. Un groupe va s'occuper de planter quelque chose sur les palettes pour visuellement cela sera un peu plus attractif, un peu plus agréable à regarder et l'autre groupe va hacher les déchets biologiques. Une autre question importante dans le jardin d'école est le moment de la récolte. Parfois, on rate ce moment.
Par exemple, après 2 semaines de vacances, la salade a trop poussé, mais c'est très passionnant et nous laissons pousser les salades pour voir d'où vient la semence pour la salade et surtout les plantes qu'on coupe avant la floraison, ce n'est pas si trivial. Et la même chose, bien sûr, vaut aussi pour les radis. Tirer les leçons de façon interdisciplinaire, bien sûr, ce sont surtout les sciences, mais aussi la technique et la technologie d'information, la construction de pompes solaires ou des systèmes d'arrosage goutte à goutte. Je crois qu'il y a beaucoup de possibilités aussi pour le français ou l'anglais dans le jardin. Mais nous voyons aussi que beaucoup de matières se servent du jardin et je connais des lycées dans lesquels mon collègue chimiste utilise le jardin pour ses examens du sol et de l'eau. Bien sûr, nous pouvons tout regarder d'un point de vue esthétique et artistique. La galerie naturelle, on observe, on dessine ce qu'on voit et on apprend les caractéristiques des espèces, mais bien sûr aussi pour l'expression artistique, mettre les plantes dans une autre lumière. Même les cerises semblent différentes dans un cadre. Land art comme point de départ, très souvent, c'est l'observation de phénomènes naturels qui fait naître les questions. Pourquoi certaines feuilles sont rouges, d'autres jaunes? Il y a beaucoup de points d'attache pour les sciences. La variété de couleurs du chou rouge, c'est aussi passionnant, mélangé au jus de citron. C'est impressionnant comment le pH peut changer les couleurs et on comprend après pourquoi certaines plantes dans les livres sont classées sous la couleur rouge, d'autres sous la couleur bleue et d'autres sous les deux couleurs. L'apprentissage intégré des langues. J'ai travaillé à l'école pédagogique de Karlsruhe où le département d'anglais nous a mis des petits panneaux en anglais sur notre spirale de plantes aromatiques. Ça nous a permis d'apprendre les notions, mais il s'agit de beaucoup plus. Nous avons fait des recherches ensuite. Que font les Anglais avec la menthe? Les Allemands ne font que du thé, mais les Anglais ont des recettes plus intéressantes comme la sauce à la menthe pour le gigot d'agneau ou les Français, le diabolo menthe. Je pense qu'on peut vraiment étudier les cultures grâce aux plantes. Pourquoi en France il y a tant de menthe marocaine? D'où vient le taboulé? Je crois que dans le domaine culturel, c'est très intéressant aussi grâce aux plantes. Nous avons fait la même chose avec les cacahuètes qui ont une biologie passionnante. Après la pollinisation et la fertilisation, la tige pousse dans la terre de sorte qu'il y a un fruit souterrain. Si on regarde les notions Erdnuss, Peanut, cacahuète, déjà les notions nous donnent des informations différentes. Nous savons donc que ce n'est pas une noix d'un point de vue botanique, ni en allemand ni en anglais, mais c'est un fruit qui pousse sous terre. Pea de nut nous indique la famille des plantes. Par exemple, les petits pois appartiennent à la même famille et la cacahuète nous indique que c'est un fruit qui pousse sous terre comme le cacao de l'Amérique du Sud. Et c'est passionnant de voir comment ces notions nous donnent déjà tellement d'informations. On a vu un cas analogue avec le galinçauge à petites fleurs qu'on appelle en allemand herbe des Français et on s'est interrogé sur l'origine de ce nom.
Et puis on a découvert des arrière-plans historiques, par exemple, que cette plante poussait autour des tentes des troupes napoléoniennes. Et tout d'un coup, on est dans des sujets tout à fait passionnants parce qu'on a travaillé sur un nom de plante. Identifier et évaluer les risques et les dangers, bien sûr, ça concerne surtout l'arrosage dans les jardins d'école à une époque où il pleut de moins en moins. Il faut trouver des solutions créatives, comment arroser, quand et sous quelle forme pour ne pas gaspiller trop d'eau. Planifier et agir avec les autres, nous avons regardé avec qui les écoles coopèrent, ce sont les parents, les associations, aussi les concierges. Le management du jardin d'école est un point important. Il faut réfléchir quelle classe souhaite mettre en œuvre quel projet dans le jardin, bien répartir les surfaces et bien sûr, il faut faire une planification d'un point de vue horticole si on veut récolter en juillet ce qu'il faut semer au mois de mars pour avoir assez de temps. Les deux plans doivent être bien affichés dans la salle des professeurs. L'entretien du jardin pendant les vacances est un grand problème, la plupart du temps pris en charge par le personnel enseignant, parfois par les élèves ou les concierges, mais souvent il n'y a simplement pas de solution ou on ne plante rien qui doit être arrosé pendant les vacances. Bien sûr, il faut réfléchir sur ses propres modèles. Vous connaissez les jardins à pierre face au jardin de la biodiversité. Il faut toujours discuter. Ça demande beaucoup d'entretien. C'est un concept derrière qu'il faut discuter. Des conflits d'objectifs. Je ne peux pas planter les arbres à fruits partout. Ce cerisier ne va pas simplement donner de l'ombre à la haie, il va aussi perdre ses cerises de l'autre côté de cette haie. Donc, est-ce vraiment un bon emplacement? Les escargots, on sait qu'ils arrivent, on ne sait pas quand, mais c'est sûr qu'ils vont venir. Quelles sont les stratégies qu'on peut développer pour ne pas trop les attirer? Participer à des processus de décision collective, que faire avec la récolte? Très souvent, les enfants veulent emmener la récolte à la maison, mais avant on avait décidé de récolter et manger ensemble, il faut trouver des solutions. La même chose est valable pour la plantation. Chaque plante ne pousse pas à chaque moment, à chaque emplacement. Comment planifier pour toute l'année scolaire? Se motiver, motiver les autres. Nous connaissons ce problème. Aujourd'hui, on peut planter partout et on peut motiver tout le monde à planter partout et rendre ainsi le monde plus vert et plus divers. La notion d'équité, le sujet semences et génie génétique est un sujet d'actualité suite à l'attribution du prix Nobel à deux chimistes pour le développement des ciseaux génétiques. Il faut rediscuter quand est-ce qu'on parle de manipulation génétique et à partir de quel moment la technologie génétique est un bon moyen pour obtenir de meilleurs résultats. Je crois qu'il faut rediscuter tout cela et aussi notre dépendance des producteurs de semences. Quelles semences pouvons-nous nous-mêmes produire? Donc il faut s'informer, mais c'est des sujets passionnants, surtout pour les plus âgés, les élèves au lycée. Planifier et agir de manière indépendante. Les étudiants ont construit des parterres surélevés ou une installation de compostage en palette ou l'idée de construire un arc en branche de saule. C'est difficile d'entretien, il faut le savoir. Faire preuve d'empathie pour les autres, donc partager la récolte.
combien on veut partager et si on ne veut pas partager, quelles mesures faut-il prendre car les animaux aussi ont faim et adorent les fraises. Ou ici, les étudiants ont construit un parterre mobile pour les gens en fauteuil roulant dans un des projets. Voilà à quoi ressemblait notre parterre de palettes. Cela va se dégrader, mais c'est beau car chaque groupe veut inventer un nouveau projet. Seules les expériences personnelles significatives garantissent un apprentissage durable et les jardins scolaires sont très bien adaptés pour mettre en œuvre les compétences. Il faut commencer petit, planifier les projets avec précision et adapter à leurs propres ressources. Si j'ai peu de temps et que je peux peu entretenir, je propose les tas de pierres ou de bois mort. Si j'ai un peu plus de temps, mais toujours peu de temps pour l'entretien, une haie ou un mur sec sont adaptés. Quand on a beaucoup de temps et on peut entretenir régulièrement, des jardinières surélevées, des prairies de fleurs sauvages ou des étangs. Et si on a beaucoup de temps pour l'entretien et la construction, on peut faire un jardin d'exploitation ou de l'apiculture. Sur notre page internet, vous trouvez ces carnets, vous pouvez les télécharger gratuitement avec tous les projets classés selon le temps qu'ils demandent pour la réalisation et je crois que c'est une très bonne idée pour démarrer. Avec mes collègues, Monsieur Köhler est parmi nous, nous avons écrit un livre sur les jardins scolaires avec des matériaux pour l'enseignement. Monsieur Köhler l'expliquera dans son atelier. Pour finir, je voudrais... Est-ce que j'ai encore 5 minutes? Oui, bien sûr. On s'est demandé si les jardins sont si importants. Qu'est-ce qui retient les enseignants de s'engager? Et on retrouve toujours les mêmes problèmes. Il n'y a pas de réduction de la députation pour le jardin d'école, donc on attend un très grand engagement personnel de l'enseignant. En même temps, ces personnes sont surchargées par d'autres exigences, comprenant l'école communautaire, les tâches administratives, toujours plus. Donc, il faut trouver des solutions. Aussi, l'acceptation et l'appréciation ne sont pas toujours au rendez-vous. Parfois, on appelle une école et on demande qui est responsable pour le jardin et ils ne savent même pas qu'ils en ont un. Et ça n'arrive pas si rarement que ça. Il faut impliquer les concierges et le personnel d'entretien, les parents et l'éducation nationale. Bien sûr, on a besoin de soutien pour l'entretien pendant les vacances. Beaucoup d'enseignants ne se sentent pas assez compétents et auraient besoin de soutien. Parfois, c'est simplement l'information qui manque, l'échange d'expériences ou l'éducation et formation professionnelle. Et parfois, c'est simplement l'argent qui manque pour les travaux ou pour le consommable car il faut racheter la semence encore et toujours. Je ne sais même pas combien de mon argent personnel j'ai investi dans les projets parce que parfois c'est tellement difficile de récolter les fonds. Donc, on pense, je vais faire un don, mais ce n'est pas une solution durable. C'est pourquoi nous avons fondé l'association fédérale pour nous soutenir les uns les autres, pour avoir un réseau de compétences, pour développer l'éducation et la formation, pour participer au plan de formation, pour organiser des manifestations, soutenir des activités locales, mais aussi faire de la relation publique et du lobbying. Vous trouverez toutes ces informations sur notre page web. Nous téléchargeons toutes les publications que nous trouvons et vous pouvez à votre tour les télécharger gratuitement. Nous essayons toujours d'avoir des sujets d'actualité autour du jardin, par exemple aussi le sujet de la sécurité dans le jardin. Je voudrais dire quelques mots à la fin sur un projet Erasmus. Il y a 2 semaines, le DAAD nous a donné son accord.
Cela veut dire avec les collègues autrichiens et hongrois, nous allons fonder un réseau européen et j'invite dès aujourd'hui les collègues en France et au Luxembourg d'y participer également pour partager notre savoir et nos connaissances et que chacun n'ait pas à réinventer la roue. Car à la fin, nous ne conserverons que ce que nous aimons, nous n'aimerons que ce que nous comprenons et nous ne comprendrons que ce qu'on nous a enseigné. Et je vous remercie pour votre attention.